Bienvenue sur le numérique pour un nouveau numéro de Jeudi Pro qu'on est ravi de passer en compagnie de Rémi Giraud, directeur général de HMD Global ou HMD Nokia, on dit HMD Nokia, c'est HMD Nokia, ça. d'accord, ok. Bonjour Rémi. Bonjour. Et bonjour Marco. Bonjour. Bonjour Marco. Alors Rémi, donc HMD Global pour refaire HMD Nokia pardon pour refaire un peu l'historique rapidement, c'est la marque commerciale l'entreprise qui exploite la marque commerciale Nokia depuis 2016 après la cession des actifs Nokia par Microsoft. Vous venez d'avoir 5 ans. Mais pour bien comprendre en quelques lignes, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment HMD Nokia a vu le jour il y a 5 ans? Très bien, écoutez, en effet, c'est la date anniversaire, 5 ans pile. Donc c'est l'historique et la jeunesse de l'histoire, c'est que les anciens salariés de Nokia / Microsoft, puisque la boîte avait été rachetée, ont eu l'opportunité d'acheter la licence de marque, donc ce qu'ils ont fait. Et depuis, elle est exploitée depuis 5 ans, ceci de manière pan-européenne. Donc la présence est aujourd'hui sur l'ensemble des pays européens, avec le bénéfice en effet d'une marque très reconnue et qui exploite en effet un certain nombre de devices dont on parlera, j'espère, autour de la table. Ouais. Nokia, c'est une marque qu'on ne présente plus, c'est l'ancien numéro 1 de la mobilité du début des années 2000. Alors, il fallait effectivement avoir grandi dans les années 2000 pour connaître les feature phones Nokia. Mais c'est une marque européenne, vous l'avez dit. Et est-ce que ça a encore un atout d'être une marque européenne sur le marché des smartphones à l'heure actuelle, sachant qu'il y a de plus en plus d'acteurs chinois qui c'est une vraie question. arrivent. C'est une vraie question. Ça a un avantage et un inconvénient. Le gros avantage, c'est la brand awareness, la reconnaissance de marque qui est acquise. Pratiquement, si on va faire un micro-trottoir, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « oui, je connais la marque ». De l'autre côté, c'est un inconvénient sur un marché qui est très concurrentiel, qui fait preuve de beaucoup d'innovation de la part de marques chinoises. Et dans ce contexte-là, la marque ne suffit pas. Donc il faut être vraiment innovant, il faut continuer à être une marque jeune et inventive, ce qu'on s'efforce de faire, puisque le fait d'être devenu en effet une start-up, finalement, puisqu'on a 5 ans d'existence, nous permet d'avoir cette agilité, cette force de frappe pour pouvoir adresser nos clients. Il faut être agile, mais il faut avoir des moyens maintenant sur le marché des smartphones. Alors, agile et moyens. Et évidemment, on ne peut pas être que agile, il faut avoir des moyens colossaux. Alors, bien entendu, on ne se bat pas dans la même cour que les marques qui viennent d'arriver. Je vais en citer quelques-unes, puisque, bien entendu, beaucoup connaissent certainement la marque Xiaomi ou Oppo. Donc, c'est des marques chinoises qui appartiennent à des groupes, qui ont des moyens colossaux, qui investissent massivement. Donc, on n'est pas dans la même cour. Nous, on capitalise sur la brand, sur la marque, en effet, qui est quelque chose d'acquis. Et à côté de ça, on fait des investissements aussi importants, puisqu'on a investi notamment dans le dernier James Bond, sur lequel nous sommes partenaires. Donc ça, c'est un des investissements qu'on fait, qui est un investissement mondial. Et à côté de ça, on fait des investissements beaucoup plus locaux, dont je pourrais donner le détail tout à l'heure, qui sont des investissements de partenariat avec des enseignes, par exemple, ou avec des sites marchands. Ouais. Il y a une autre marque qui est un peu un dinosaure entre guillemets du téléphone, c'est Motorola, qui est aujourd'hui chez Lenovo, qui a aussi un peu comme Nokia à l'époque raté le virage des smartphones, mais qui a fait un retour assez convaincant. Leurs smartphones sont souvent des bonnes notes sur les numériques. Ils parviennent à reprendre au départ de marché. Est-ce que chez HMD Nokia, c'est un modèle à suivre, notamment en termes de R&D, parce qu'ils ont beaucoup investi là-dedans ces dernières années? Tous les modèles sont à suivre, j'aurais tendance à dire. Pour autant, on n'est pas dans la même démarche. Lenovo, puisque ça appartient en effet, Motorola appartient au groupe Lenovo, n'a pas le même état d'esprit, n'a pas la même façon d'adresser le marché. Donc ça se ressent sur la roadmap, donc les produits qu'on propose à nos clients, la stratégie marketing également qui se différencie. Donc on s'inspire bien entendu, puisque tous les modèles sont inspirants, pour autant on garde notre identité. Donc on a la même ADN, puisqu'en effet ce sont des marques, comme vous l'avez dit, dinosaures sur le marché, qui ont un certain nombre d'années. Donc il faut dépoussiérer, je le dis tout à fait honnêtement. Une marque comme Nokia, pour les jeunes, ça parle moins qu'à des cinquantenaires comme moi ou des quarantenaires. Donc bien entendu, il faut qu'on aille dépoussiérer la marque. Mais on y arrive de manière très individuelle, avec notre propre démarche. On s'inspire, mais on reste avec une identité forte. Ouais. Concrètement, l'offre Nokia à l'heure actuelle, c'est quoi ? C'est essentiellement des feature phones, ce qu'on appelle les smartphones. Pas les smartphones, justement, c'est les petits téléphones. Le petit téléphone, oui. Le petit téléphone, ce sont aussi des smartphones. Alors, c'est quoi la part entre l'un et l'autre segment ? Alors, je vais revenir sur l'histoire du développement de la marque, du redéveloppement de la marque depuis 5 ans. On a redémarré avec, en effet, les feature phones, les petits mobiles qui s'adressaient aux personnes, on va dire, primo-accédants, seniors, et ainsi de suite.
Il faut savoir qu'il y avait un produit, le 3310 à l'époque, qui était vraiment un fer de lance, un produit emblématique. Et à l'époque, il y a maintenant un peu plus de 4 ans et demi, on l'a relancé. Donc on l'a relancé, on en a fait un produit iconique, on a surfé un petit peu sur la marque Nokia, le 3310, les millions d'exemplaires qui avaient été vendus, ça a été un véritable succès. Donc c'est ce côté un peu nostalgique, justement. Voilà, les nostalgiques de la marque, et ça a fonctionné, mais d'une manière remarquable et impressionnante. Un retour qui a été supérieur à ce qu'on attendait. Donc ça, c'était la première démarche. Donc on a décliné à partir de là l'ensemble des produits feature phone pour devenir le numéro 1 mondial. Aujourd'hui, on est le numéro 1 mondial de ce segment qui est certes en décroissance, mais qui nous permet d'une part de nous refaire connaître, d'autre part d'adresser un segment de marché qui est peut-être en perdition, mais qui nous permet d'établir une base de clients. Et ensuite, fort de ce succès, on s'est lancé dans les smartphones. Donc aujourd'hui, on a une gamme de smartphones qui va du produit 4G au 5G. On a même sorti des tablettes et des produits durcis. Donc autant vous dire que depuis en effet le relancement du 3310 et l'arrivée de la nouvelle roadmap, il y a un long chemin qui s'est fait. Et c'est là-dessus qu'on construit nos stratégies. Plus sur la longévité, la durabilité de nos produits, le socle des clients qui se reconnaissent dans la marque. Et bien entendu, le challenge ultime, c'est non pas de se servir que de cette base, mais de l'étendre à la jeune population qui veut accéder au monde du smartphone. Mais c'est possible ça, aujourd'hui en Europe, alors que justement les Vivo, les Oppo, les Xiaomi sont là, parce que vous êtes revenus, mais est-ce que vous n'êtes pas revenus trop tard C'est un marché où tout est possible. On l'a vu, des numéros 1 qui sont devenus les numéros, ou même qui sont sortis du marché, des LG qui sont sortis du marché, donc tout est possible. Des marques inconnues qui du jour au lendemain prennent la position de numéro 2 ou numéro 3. Donc oui, tout est possible. Par contre, il faut être lucide dans la manière d'aborder le marché. Vous étiez brièvement revenu dans le top 5 européen en 2018, il me semble. Exact. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça... Alors, ça n'a pas duré longtemps. Depuis, en effet, je vais englober le terme constructeurs chinois sont arrivés, avec les moyens colossaux dont je parlais, et ont un petit peu remué les cartes. Donc nous, en effet, on est sur une position aujourd'hui où on consolide nos bases, et derrière, on est sur une stratégie de reconquête de clients, de jeunes clients. Alors justement, cette reconquête, elle repose sur quoi ? Moi, je me dis que quand on s'appelle Nokia, quand on est une marque européenne et qu'effectivement on se retrouve face à des mastodontes chinois avec tout le problème que ça peut poser, notamment en termes de sécurité des datas, je me dis que potentiellement Nokia a une carte à jouer sur des smartphones sécures, proposés. Voilà. Est-ce que c'est un domaine sur lequel vous voulez vous inscrire ? Et comment vous allez reconquérir les jeunes utilisateurs de smartphones ? Alors, comme je l'ai dit, il y a plusieurs aspects de la reconquête, il y a plusieurs étapes et surtout plusieurs strates. Il y a la strate, en effet, des clients de base Nokia, donc il faut conserver. Donc ça, c'est quand même un travail important. De conserver un client, c'est quand même pas facile. Les opérateurs sont très bien placés pour vous le dire. Aujourd'hui, ils sont plus pour conserver leurs clients, pour faire de la conquête. Il est moins cher de garder un client en base que d'aller en conquérir un. Donc comme on a la chance d'avoir une grosse base de clients, notre objectif numéro 1, c'est de garder cette base. L'objectif numéro 2, en effet, c'est de montrer que la marque est toujours innovante et sécurisante pour le client final. Donc là, on s'adresse avec une stratégie qui est, comme je vous l'ai dit, une stratégie de durabilité. Donc tous nos produits aujourd'hui disposent de 2 ans, ça c'est la norme du marché, de garantie. Mais par contre, la mise à jour logicielle également est promise pour une période de 2 ans. Les packs de sécurité sont promis pour une période de 3 ans de manière mensuelle. Donc voilà, Vous ratez la mise à jour Android 11 sur votre... Alors on est sur Android 11 aujourd'hui, et il y a 3 versions qui sont promises à nos clients en fonction des années qui vont arriver. On a même étendu cette promesse comme sur le produit qu'on a sorti, qui est un produit durci, qui est un peu la synthèse de tout ce qu'on sait faire, à savoir le XR20, donc produit durci, IP68, 5G, avec en effet 2 ans, 4 ans de mise à jour, 3 ans de mise à jour logicielle et 4 ans de patch de sécurité, et même 1 an de garantie écran cassé. Donc voilà, on est sur ce discours. Le Nokia 9 PureView, par contre, lui, il n'aura pas la mise à jour Android 11. Le Nokia... Le 9 PureView, qui est sorti il y a un peu plus de 2 ans. Alors, ce produit-là n'en disposera pas. Il y a 2 ans, je n'étais pas encore dans la marque, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, je ne pourrais pas exactement répondre à cette question, mais il ne me semble pas. Il me semble qu'un des objectifs du retour de HM de Nokia sur les smartphones, c'était d'être un peu dans le top 5 mondial dans les années à suivre. Ça n'a pas vraiment été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, est-ce que pour les années à venir, vous pouvez changer de stratégie ? Ou alors, qu'est-ce qu'il aurait pu Alors, moi, je faire suis transparent sur ces positions. Let's be
top 3, top 5, top 10, ça c'est des ambitions. Après, il y a la réalité du marché. L'ambition du top 5 était une réalité en effet envisageable au moment où en effet il y avait moins de concurrents. Aujourd'hui, la concurrence étant telle que les ambitions sont revues un peu à la baisse. Comme je vous l'ai dit, on est plus sur une position de reconsolider notre base client et d'aller conquérir de nouveaux clients. Mais voilà, on a des ambitions qui sont maintenant liées à celles du marché. Pour autant, et là j'insiste, les ambitions, il faut qu'elles soient bien cadrées. Si on a une ambition trop importante, en règle générale, les investissements qu'on met en face sont déraisonnables. Ouais. Et ça peut être une inadéquation entre la volonté et la réalité, ce qui fait que beaucoup de marques aujourd'hui s'épuisent en investissant énormément pour prendre des positions très fortes très rapidement, mais on sait pertinemment que personne, qu'en tout cas tout le monde n'arrivera pas au même résultat. Donc là, on est conscient de nos potentiels, et aujourd'hui l'idée de HMD Global Nokia est de vraiment rester dans l'échiquier des télécoms. Déjà y rester, c'est un vrai challenge, et d'être profitable. Ouais. Et aujourd'hui, on est profitable. Aujourd'hui, c'est une marque, alors il y a un peu moins de 1000 salariés, comme je vous l'ai dit, qui est répartie un petit peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, tous les produits qu'on sort, tous les produits qu'on vend à nos clients sont profitables. On ne s'amuse pas à faire de la vente à perte. On ne s'amuse pas à prendre des parts de marché avec des budgets marketing déraisonnables au vu de ce que ça peut rapporter en termes de chiffre d'affaires. On est dans cette logique. Je pense, puisque ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans les télécoms, que c'est une politique qui, sur le long terme, est gagnante. Si je regarde dans le rétroviseur, j'ai fait des passages dans des marques coréennes, pour une qui n'est plus sur l'échiquier mondial, et qui avait investi mais des sommes colossales. Donc il faut savoir être raisonnable, il faut savoir adapter sa stratégie à ses ambitions. Et aujourd'hui, la logique de Nokia, c'est d'adapter sa logique à ses ambitions. Est-ce que ça veut dire que du coup, vous renoncez à certains segments du marché, type l'ultra premium ? Exactement. Alors on n'y renonce pas, mais on y va step by step. C'est-à-dire qu'on se teste, on va sur des price points. Aujourd'hui, je vous prends le cas du XR20 qui est posé sur le bureau. C'est un produit qui est à 569 €. Il est en promotion aujourd'hui sur notre site, à 4,99 €. Mais on reste sur une barre quand même psychologique de prix quand même très très importante. Et on se rend compte qu'on arrive à des limites. Donc nous, notre terrain de jeu, il est plutôt sur le 100-200 €, qui est un segment où il y a beaucoup de potentiel. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter la fameuse marque premium, donc il faut savoir adresser ce marché-là, et on l'adresse. Est-ce que le marché des entreprises peut être une bouée de sauvetage aujourd'hui pour vous un peu ou... C'est pas une bouée de sauvetage, c'est vraiment une croissance. On n'est pas les seuls à livrer identifier, donc j'aurais tendance à dire que tout le monde y va. Les précurseurs sont allés sur ce marché-là au début sans savoir vraiment comment l'adresser. Il y a quelques marques emblématiques aujourd'hui qui savent vraiment bien l'adresser. Moi, je prends le cas d'une marque comme Crosscall, qui est une marque fabuleuse, puisqu'en effet, ils ont su adresser ce marché-là et rester sur ce marché. Et justement, ça ressemble à quoi un bon téléphone d'entreprise pour un professionnel, ça ressemble à quoi ? C'est un téléphone sécurisé, on imagine ? Alors, on s'adresse 5G ? On s'adresse plus au consommateur final de l'entreprise. On s'adresse généralement à des gens qui sont à l'informatique, des gestionnaires de flotte, donc on a déjà un historique du marché très, très important. Donc ces gens-là recherchent quoi ? Avant tout, une marque, mais pas forcément la marque emblématique du grand consommateur, mais plutôt une marque qui sache répondre aux exigences. Donc quand je dis répondre aux exigences, je vais vous prendre 2-3 exemples. C'est par exemple des produits qui soient AER, donc Android Enterprise Recommended. Donc ça, c'est vraiment des couches Android qui permettent d'accéder à de la sécurité. Justement, ça nous fait une transition parfaite. Nos camarades de ZDNet avaient une question sur ce fameux AER. Sur l'offre B2B de Nokia, une des briques importantes en matière de gestion, c'est le programme Android Enterprise Recommended, qui est poussé par Google. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que chez Nokia, vous intégrez cette brique ? Qu'est-ce qu'elle permet de faire en matière de sécurité des smartphones ? Alors, il faut savoir que à peu près 40% des entreprises ont subi une cyberattaque dans les 18 derniers mois. Donc, il faut regarder ça de très près, c'est-à-dire que les produits B2B, mais même grand public, sont attaqués par des cyberattaques. Depuis plus ou moins le début des confinements. Alors le confinement a amplifié le phénomène, mais c'est un phénomène en effet qui va crescendo, puisqu'en effet il y a de plus en plus de gens qui savent attaquer les systèmes d'exploitation, et il y a de plus en plus d'entreprises qui demandent à se défendre. Donc en effet, nous, quand on adresse une entreprise, le fait d'être AER, en tout cas sur l'ensemble de la gamme, permet déjà d'asseoir un crédit dans les discussions. Ça, c'est le premier point. Donc
Et puis c'est un partenariat avec Google. Hein. Et historiquement, HMD Nokia a instauré un partenariat avec Google très très fort, ce qui nous permet d'avoir ce qui nous permet aussi d'établir notre logique de proposition, c'est-à-dire avoir en effet des mises à jour régulières, des patchs de sécurité AER qui soient proposés à nos clients tous les mois, et ceci pendant une période de 3 ans. Donc il y a une vraie logique derrière. Donc l'AER pour moi est un must-have, c'est quelque chose qu'il faut savoir embarquer, qu'il faut savoir gérer, puisqu'en effet ça demande quand même des ressources importantes, hein. Mais c'est vraiment la brique très importante pour pouvoir adresser le marché, entreprise. Ça représente quoi le B2B dans le chiffre d'affaires de HMD à l'heure actuelle ? Alors aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre précis à vous donner. Pour autant, ce que je peux vous dire, c'est que dans la démarche au niveau du groupe, on est en train de faire un focus énorme. J'invite les téléspectateurs à aller sur notre site. Il y a une rubrique entreprise et vous verrez la manière dont on adresse le sujet. Donc c'est vraiment un sujet qu'on est en train de voir à bras le corps. On est même en train de créer une division à part B2B. Pour la France, moi je vais être dans l'objectif aussi de mettre en œuvre en musique cette partie-là, qui demande des ressources. Hein. Très, très, très clairement, aujourd'hui on n'adresse pas le B2B comme on adresse le grand public. Ah oui, bah oui. Le B2B, c'est des processus longs, c'est des discussions avec des acheteurs, avec des cahiers des charges qui sont très exigeants, auxquels il faut savoir répondre de manière précise. Donc c'est un vrai focus. Pour être concis, c'est un vrai focus. Vous les avez ces ressources ? Pardon ? Vous les avez ces ressources ? Sur la France, c'est quelque chose que je n'ai pas à date. C'est une ressource qu'on m'a demandé de développer sur l'année 2022. Donc je vais m'atteler à le faire. Pourquoi ? Parce que le marché du B2B est structuré de manière très différente, comme je vous l'ai dit, du B2C. Il faut savoir adresser des distributeurs qui savent distribuer ce type de produit. Il faut adresser les opérateurs qui ont également des appels d'offres réguliers sur ces sujets-là. Donc ça demande une structure commerciale un peu étoffée, avec des spécialistes du domaine. Et c'est quelque chose sur lequel on va faire des investissements en 2022. Vous avez adressé le marché B2B également avec une tablette qui est la T20. La T20, ouais. Alors c'était pas le but, c'était pas le but originel, non. Mais disons que ça se voulait aussi un peu pro. Ça peut se vouloir pro. Elle apparaît dans cette fameuse rubrique business sur votre site. Oui, alors elle apparaît. Maintenant, moi j'ai pour habitude d'être assez clair dans ma manière d'exprimer, c'est que cette tablette n'a pas été dans l'objectif d'être vendue pour le B2B, elle était dans l'objectif d'être vendue dans le B2C. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte. Alors l'historique de tout ça, c'est pourquoi on est arrivé là-dessus. C'est qu'il y a eu le phénomène du Covid, que les gens télétravaillent, que les enfants dans le canapé, les gens ont besoin d'avoir une tablette à proximité. Donc c'est un marché qui avait été un petit peu délaissé, donc en décroissance, et puis tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un pic une accélération. Donc on a lancé ce produit-là dans ce contexte-là, avec un écran de 10 pouces 4, avec toutes les fonctionnalités qui vont bien dans le grand public. Maintenant, on l'adapte, parce qu'une tablette, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'adapter au B2B ? Il faut généralement faire un accessoire qui durcisse. Un clavier, un stylet, et puis surtout un accessoire qui durcisse le produit, voire qui le rende étanche. Donc ça, c'est des sujets intéressants, puisqu'en effet, ça permet de vendre des accessoires, et puis de faire connaître la marque sur le B2B avec ce genre de... Et ça se vend du côté des entreprises ? Parce que justement, ce modèle-là n'a pas de clavier ni de stylet. Est-ce que pour le prochain modèle, ça viendra ? Alors, cette tablette T20, c'est notre première, donc elle va être déclinée. Aujourd'hui, au niveau européen, c'est un succès, au niveau chiffre, donc ça nous donne l'envie d'aller plus loin. Maintenant, vous dire la part de ce qui a été vendu entre le B2C et le B2B, je suis incapable de vous le dire à date. Je pourrais avoir les chiffres, je ne les ai pas sur moi. Ouais. La tablette, dans le monde du B2B, c'est pour ça que moi je réponds à titre personnel, dans le monde du B2B, on ne la voit pas tant que ça. Ou alors dans des métiers très nomades, type SNCF, où les gens ont besoin d'avoir un clavier, d'avoir une dalle tactile, ou dans les magasins pour faire des démonstrations. Donc c'est vraiment très ciblé en fonction des métiers. Ouais. Mais oui, en effet, pour tous ces types de métiers, c'est une vraie demande. Vous avez levé en 2020 230 millions de dollars auprès de Google, de Qualcomm. Pas à titre personnel. Non, pas à titre personnel, bien entendu, mais en tout cas HMD. Et finalement, voir que Google et Qualcomm parient encore sur une marque comme Nokia, parce que finalement, ça veut dire que vous n'êtes pas totalement mort. Ah bah déjà, moi, j'ai jamais considéré qu'on était totalement mort. Non, mais c'est-à-dire que finalement, voilà, il y a de l'espoir pour l'avenir. Mais comme je voulais dire, tout est possible sur ce marché. Et une des possibilités, c'est le fait que la marque est européenne.
et que dans un contexte géopolitique qui s'est durci de plus en plus, les discussions qu'on a avec les opérateurs, qu'on a avec les distributeurs, fait que le fait d'être européen rassure. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous savez à quoi on voit qu'il va se passer des choses autour de ça. Voilà, il y a forcément des choses. Il y a eu des tremblements de terre. Vous en connaissez un qui a quand même un peu fracturé le marché. Huawei, tout à fait, qui s'est effondré du jour au lendemain pour une annonce qui a été faite au-delà de l'Atlantique. Donc voilà, donc je dis tout est possible parce qu'en fait, on a vu des numéros 1 devenir s'effondrer et puis des gens qui arrivent sur le marché qui prennent une place de numéro 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène d'opportunité et géopolitique qui fait qu'il y a un ascenseur qui s'est mis en place. Donc, pour revenir à votre question... Vous voulez profiter de cet ascenseur, mais de l'ascenseur européen, finalement. Alors, nous, on veut profiter de rien parce que le business, si on attend de profiter de quelque chose, on ne fait jamais rien. Ça, c'est une certitude. Pour autant, on se dit que sur le long terme, en effet, c'est une stratégie payante. Merci Rémi. Merci à vous. Merci Marco. Merci. Et merci Carl.